Ok, j'ai 9h30, donc je vais démarrer. Donc pour aujourd'hui et la semaine prochaine, on va quitter la microévolution que vous avez vue avec Madame Constant, c'est-à-dire les modifications au sein d'une espèce sous la pression de la sélection naturelle qui tend à sélectionner ou faire émerger les adaptations. Et on va aller vers la macroévolution, c'est-à-dire les mécanismes de spéciation et ouais, voilà, comment on forme de nouvelles espèces à partir d'une seule espèce. Dans le premier cours aujourd'hui, ce sera sur la classification et la phylogénie. Et la semaine prochaine, on va s'attaquer au concept d'espèce et les mécanismes de spéciation. Donc, la phylogénie, c'est important de le faire parce que un arbre phylogénétique, c'est quoi? C'est un modèle de l'évolution des espèces par le passé. Donc, c'est pour nous dire quelle espèce est dérivée de quelle autre espèce, qui partage des ancêtres communs, est-ce que l'ancêtre en commun est récent ou très éloigné. Donc ça, c'est quelque chose d'important à pouvoir faire. Donc, ce qu'on va faire dans le plan du cours, là, c'est les objectifs, c'est de savoir interpréter les arbres phylogénétiques, connaître les étapes dans leur construction. Pour le troisième point, ça va être en lien avec la construction d'arbres par des caractères, une approche cladistique. Et comme je disais, un arbre phylogénétique, c'est un modèle. Et comme n'importe quel modèle scientifique, le modèle que l'on sort dépendra des données que l'on utilise pour le construire. Donc ça va être important ici de comprendre qu'on fait un choix avant de construire de modèles. Et donc, le résultat va être un petit peu dépendant de comment on choisit les taxons à classer et les caractères à étudier. Et on va terminer par au moins une introduction aux approches phylogénétiques basées sur des données moléculaires, séquences d'acides aminés, séquences de protéines, séquences d'acides nucléiques. Donc avant tout ça, une des questions pour n'importe quel topo, c'est pourquoi on doit s'intéresser à ça? Parce que la classification, ça peut être perçu comme quelque chose de relativement austère comme discipline. Mais la classification, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est souvent la première étape pour comprendre quelque chose sur un système. Donc, dans n'importe quel système en sciences naturelles, on peut être confronté à une variété d'objets ou d'événements. Et pour comprendre un petit peu les relations entre ces événements et ces objets, la première étape, c'est de faire la classification et de voir si on peut sortir une structure quelconque. Et puis ensuite, ça va nous donner quelques idées sur qu'est-ce qui se passe dans ce système. Et l'exemple un petit peu analogue en chimie, c'est le tableau périodique de classification des éléments. Proposé ou inventé par un Mendeleïev. Et ça, c'était une avancée très importante en chimie parce que en classant des éléments par leur poids atomique, on voit qu'en fait, les éléments avec des propriétés chimiques semblables ne sont pas distribués de façon aléatoire en termes de leur poids atomique, mais il y a une distribution relativement ordonnée. Donc ça veut dire qu'il y a une structure quelque part dans les propriétés chimiques des atomes. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Alors cela implique que derrière ça, il y a un mécanisme fondamental qui fait que la structure soit comme ça et pas autrement. Il a fallu attendre encore pour comprendre la structure
subatomiques, les orbitales d'électrons, etc., pour comprendre pourquoi le tableau périodique des éléments sort comme ça. Okay, donc d'abord, on fait un effort de classification, et cela nous indique qu'il y a quelque chose de derrière qui fait que la structure qui sort soit comme ça. Donc en biologie, c'est un peu la même démarche conceptuelle. Okay, mais cette fois-ci, on n'a on a d'éléments chimiques. Bon, on va avoir une petite centaine, 10 puissance 2 éléments chimiques à classer. Compliqué, mais peut-être pas aussi compliqué que ça. Dans le monde du vivant, on a probablement sur Terre actuellement peut-être entre 3 et 30 millions d'espèces vivantes. Et si on considère tout l'ensemble de la vie sur la planète Terre, on a un minimum peut-être 100 fois plus d'espèces, mais dont la plupart soient inconnues à jamais. Donc, on a un problème qui est autrement plus complexe que le problème posé par les éléments en chimie. Donc, néanmoins, il y a quelques biologistes qui n'ont peur de rien, qui se sont affrontés à ce problème, et notamment le très grand Linné, qui s'est donné comme tâche de classifier un bon nombre, pratiquement toutes les espèces de plantes qu'il connaissait, et ensuite un petit peu toutes les espèces d'animaux qu'il connaissait. Alors, Linné, il a introduit deux innovations pour sa classification, parce que c'est un petit peu une démarche intellectuelle qui date d'Aristote. On va mettre des choses dans les catégories animal, végétal, minéral, etc. Mais Linné a décidé, bon, moi je vais faire le travail définitif dans ce genre. Et donc, il avait simplifié un petit peu la nomenclature en donnant un nom en deux mots pour chaque espèce. Le premier qui dénote le genre et le deuxième qui va indiquer l'espèce. Donc, apparemment, ce n'est pas le premier savant qui a proposé une simplification dans les noms des espèces, dans la désignation des espèces, mais c'est vraiment la nomenclature linnéenne qui a été adoptée par tout le monde et que l'on utilise toujours. La deuxième innovation, c'était l'hiérarchie taxinomique. C'est-à-dire que Linné, il s'est dit, OK, bon, pour moi, il ne suffit pas juste de faire un listing des noms des différentes espèces qui sont connues et associées avec un petit peu leurs caractéristiques. Ce que je vais faire, c'est que pour les différentes espèces qui partagent un certain nombre de caractères morphologiques, je vais les regrouper dans le même genre. Pour un autre groupe d'espèces qui partagent les mêmes caractères, je vais les mettre dans un autre genre. Et les différents genres qui possèdent ou qui partagent certains caractères, moi je vais les regrouper ensemble en familles. Et les familles qui partagent des caractères, qui ont des ressemblances, je vais les rassembler dans un même ordre. Donc, la structure du vivant qui en ressort de cet effort de classification de la part de Linné, c'est une structure en arborescence. Donc c'est ça, la nature, de la structure du monde vivant, qui ressort de cet effort de classification basé sur des caractères qui sont réels et observables chez les organismes. Donc c'est pas cette structure en arbre là, c'est pas une loubie de l'esprit classificateur de Linné. C'est une représentation de quelque chose de réel et de bien vrai dans le monde dans le vivant. Alors une chose qui est quand même un petit peu arbitraire dans la classification de Linné, c'est le nombre de niveaux hiérarchiques. Donc c'est Linné qui a dit, voilà, je vais faire
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveaux hiérarchiques, et c'est tout. Donc ça c'est arbitraire dans la classification linéaire. Donc Linné, il fait ce travail, il en reste là. Il n'essaie pas d'aller au-delà. Déjà, c'était une avancée énorme. Donc pour une personne, c'est tout à fait remarquable. Donc il pose cette structure en arborescence dans le vivant. C'est lui qui le démontre clairement. Il n'y a rien qui est venu par la suite pour remettre en cause cela. Alors, quelle est l'interprétation de cette structure? L'interprétation vient un peu plus tard par d'autres naturalistes, Lamarck et Darwin, qui, tous les deux, de façon indépendante, tirent la conclusion suivante, c'est-à-dire que cette structure en arborescence est une propriété émergente dans le vivant parce que quand on a plusieurs espèces ici dans le cahier de notes de Darwin, là, on a une structure en arborescence des espèces A, B, C et D qui sont sur les extrémités des branches dans cette structure en arborescence. Il dit que voilà, cette structure en arborescence est dérivée du fait que A, B, C et D sont dérivés du même ancêtre commun qui est désigné ici. Donc Lamarck avait à peu près la même idée, mais avec un mécanisme de modification des espèces qui n'était pas correct. Donc, l'interprétation de cette structure du vivant, la classification en arborescence, c'est que on a des relations de parenté entre différents types d'organismes. Et c'est ça l'intérêt de la phylogénie, c'est l'étude de la formation et de l'évolution des organismes en vue d'établir leur parenté. Parce que c'est ça qui peut nous donner un modèle sur les événements historiques dans la formation des espèces. La formation des espèces d'ordre, de classe, des groupes hiérarchiques plus profonds. Et donc, si on pousse cette logique jusqu'à sa fin, ça veut dire que on a une origine de tous les organismes vivants sur la planète à partir d'un seul organisme vivant à l'origine, ou un seul type d'organisme. Donc c'est Haeckel qui propose un petit peu cette idée en 1866. Donc Haeckel, c'est un disciple allemand de Darwin, c'est lui qui fait la traduction sur l'origine des espèces en allemand. Et c'est lui qui propose qu'on doit étudier, regarder la classification comme pas juste une œuvre de classification qui sort de l'esprit humain, mais d'une façon pour de comprendre les étapes dans le passé de l'évolution de la vie. Alors, donc ça c'est l'enjeu de la classification phylogénétique du vivant. Alors, si on vise à reconstruire un petit peu l'arbre familial de l'ensemble du vivant, il faut essayer de le faire correctement pour que le modèle qui sorte soit aussi exact, aussi précis que possible, et que cela représente que cela retrace l'historique de l'évolution des espèces de façon valable. Donc pour le faire, et pas se tromper, c'est encore un scientifique allemand, je crois, M. Hennig, qui pose les règles de ce qu'on appelle la cladistique, c'est-à-dire comment construire des arbres phylogénétiques de façon objective et suivant un certain nombre d'étapes et pour ne pas se tromper. Donc, c'est Hennig qui cherche à imposer un certain nombre de règles pour la construction et l'interprétation d'arbres phylogénétiques. Et c'est ça que tout le monde suit, d'ailleurs, partout dans le monde. Donc, pour Hennig, il dit, voilà, un arbre phylogénétique qui est bien résolu est constitué de taxons qui sont aux extrémités des branches et
nœuds qui sont à chaque fois que j'ai un embranchement. Et dans un arbre bien résolu, à chaque nœud, on a 2 embranchements qui sortent seulement. Pas 3, pas 4, pas 50, 2 embranchements. Si on a plus que 2, ça veut dire que l'on a un polytomie. Donc ça, c'est une dichotomie. Okay, donc on coupe en 2. Polytomie, on coupe en plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on n'a pas assez de données pour bien résoudre la progression des événements. Okay? Ici, c'est une polytomie. D'accord? Donc on a un nœud ici, on a 4 embranchements qui partent. Pour NX, ça veut dire on fait ça parce que en fait, on n'a pas assez résolu notre arbre. En réalité, on va avoir d'autres événements, mais on n'a pas assez de données pour les distinguer, donc on va mettre une polytomie. Donc chaque fois qu'on voit une polytomie, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment fini dans notre démarche. Donc le nœud représente quoi? Représente l'ancêtre commun de tous les taxons qui sont plus hauts dans l'arbre. Okay, pour aujourd'hui, je vais essayer de regarder un petit peu le même dénomination. Ce qui est aux extrémités des embranchements, je vais dire que c'est en haut, et ce qui est au plus profond, vers la racine de l'arbre, je vais dire que ça c'est plus bas. D'accord? Si vous voyez que je suis en train de me tromper, faites-moi signe et corrigez-moi s'il vous plaît. Alors, ce qui caractérise chaque dichotomie, chaque embranchement, c'est que sur une branche, les taxons incorporent une innovation évolutive qui ne sera pas présente dans tous les taxons qui partent sur cette branche-là. Et donc, du coup, on peut définir un clade ou un groupe monophylétique comme ceci. Un clade, ce sont les taxons et leurs ancêtres communs qui sont caractérisés par la présence d'une innovation évolutive. Un autre mot, oui, ce que j'ai oublié de dire, sur les taxons, c'est quoi un taxon? Ça dépend à quel niveau on effectue sa démarche phylogénétique. Donc, ça peut être un taxon, ça peut être une espèce. Si on essaye de chercher des choses au niveau intra-espèce, chaque taxon, c'est peut-être un individu, ou en microbiologie, une souche d'organismes de la même espèce, etc. Ou si on fait une classification à un niveau plus profond dans l'hiérarchie taxonomique, ça peut être différents ordres qu'on essaie de classer. Donc, c'est pas un taxon, ce n'est pas un niveau taxonomique fixe. Alors, donc il y a un sens un petit peu dans le temps, dans un arbre phylogénétique, c'est-à-dire les taxons, si on est dans le vivant, dans l'actuel, tous ces taxons-là sont présents maintenant. Et évidemment, les ancêtres communs sont des organismes qui vivaient dans le passé. Donc, plus on descend dans l'arbre, plus on recule dans le temps. Et évidemment, si on suit un peu l'idée de Hegel, si on va aussi loin, si on pousse un peu sérieusement jusqu'à la fin, on va arriver jusqu'à l'origine de la vie, à la base de notre arbre. Dernière chose à dire pour ça, donc des fois on représente les espèces fossiles sur les arbres phylogénétiques, et on pourrait être tenté de placer une espèce fossile sur un nœud. Mais on ne fait jamais ça parce que c'est un peu une raison théorique. Le nœud, c'est l'ancêtre commun, c'est quelque chose d'assez théorique, tandis qu'un organisme fossile, ça c'est une vraie espèce. Okay, donc ça c'est plutôt un taxon. Donc les espèces fossiles sont représentées comme des taxons, mais qui partent peut-être d'un point d'embranchement, ça sera peut-être proche du nœud si on considère que l'espèce fossile est proche morphologiquement de ce qu'on imagine était l'ancêtre commun. Okay. Alors,
d'autres mots aussi sur l'interprétation des arbres et la représentation que l'on peut avoir. Donc, les nœuds et les branches, donc soit on peut les représenter un peu en ligne diagonale comme ça, soit en sorte de nœud et embranchement un petit peu en carré. Ça, c'est exactement la même chose. Okay. Ça, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un râteau, j'ai une polytomie. Donc, c'est pas équivalent ni à ça, ni à ça. Un autre truc que vous devez être capable de reconnaître, c'est quand des arbres sont équivalents ou pas. C'est-à-dire, si on peut transformer un arbre en un autre, juste en effectuant une rotation autour d'un nœud, alors ça, c'est la même chose. Donc, par exemple, si je vais tourner ces branchements-là autour de ce nœud-là, ça me donne cette structure ou cette représentation. Et c'est exactement la même chose. C'est équivalent. Si je fais la même chose ici, okay, ça va me donner ça. J'ai juste effectué une rotation autour d'un nœud. Par contre, ça, c'est différent, ça. Donc, si je peux continuer à tourner, effectuer toutes les rotations que je veux, mais je ne retrouverai jamais cette structure-là. Donc, il y a une réelle différence ici. Donc, ici, B, on redescend jusqu'à ce nœud-là, et puis on remonte, on arrive au nœud qui relie C et D. Ici, ce n'est absolument pas le cas. Donc, on a une position taxonomique différente ici. Donc, alors, une autre chose que l'on peut avoir chez les arbres phylogénétiques, c'est qu'on peut avoir des arbres enracinés ou non enracinés. Donc ici, on a un arbre non enraciné qui relie 4 taxons. Et on pourrait imaginer que, mais pour les arbres non enracinés, ce n'est pas si facile que ça de les interpréter les relations de parenté entre les taxons. Parce qu'on pourrait se dire que, ah ben voilà, c'est les taxons A et B, ils sont le plus proches parce que je vais de là jusque là. Mais c'est faux, ça. Qui est le plus proche de qui dans un arbre non enraciné dépend de la positionnement de la racine. Donc si la racine de l'arbre se trouve ici, donc notre arbre phylogénétique est comme ça. Donc dans cet arbre-là, qui est le plus proche du taxon B? Ce n'est pas le taxon A. Parce que pour aller du taxon B jusqu'au taxon A, il faut redescendre un nœud, 2 nœuds, et puis remonter. Et en fait, en termes de je sais pas, taxonomie, ce sont les taxons C et D qui sont le plus proches de B, parce qu'il faut redescendre un nœud, seulement redescendre un, et puis on remonte. Donc en termes de lien de parenté, C et D sont plus proches de B que de A. Donc C et D, on va dire frère et sœur, A, ça va être un cousin, si on raisonne en termes d'armes familiaux. Donc pareil, si on met la racine ici, on sort cet arbre-là. Donc A, c'est plus proche de C et D qu'il ne l'est que du taxon B. Si on met la racine comme ça, c'est ça notre arbre enraciné, et ainsi de suite. Donc, l'enracinement, c'est important dans un arbre pour interpréter correctement les relations phylogénétiques entre les taxons. Okay. Alors, dernier point, avant-dernier point sur les types, enfin, dernier point sur les types d'arbres que l'on peut rencontrer. Jusque-là, j'ai parlé de arbres phylogénétiques de façon générale, donc on peut continuer à parler comme ça. Dans ce cas-là, on peut aussi les appeler un dendrogramme. Et chez les arbres phylogénétiques, on peut distinguer les cladogrammes et les phylogrammes. Donc, dans un cladogramme, on représente uniquement la topologie,
tandis que dans un phylogramme, on représente la topologie et la distance. Donc, ici, dans un cladogramme, la longueur des branches n'a pas de signification. C'est juste les relations relatives entre taxons, tandis que dans un phylogramme, la longueur des branches est proportionnelle à la divergence des taxons. Donc, c'est-à-dire qu'entre ce nœud et ce nœud-là, on a relativement peu de divergence, tandis qu'entre ici et là, on a beaucoup de divergence. Et pareil ici, on a deux longueurs de branches différentes, c'est-à-dire que ce taxon-là a beaucoup divergé par rapport à l'ancêtre commun, tandis que celui-ci a relativement peu divergé. Et donc, si on effectue une hypothèse, si on applique l'hypothèse de l'horloge moléculaire, on peut relier aussi la longueur des branches au temps. Okay? Plus la branche est longue, plus le temps est important. Et cette fois-ci, cette dernière caractéristique des arbres, ce sont les différents groupements que l'on peut effectuer parmi les taxons et les ancêtres communs. Donc, Hennig, pour la cladistique, propose que la bonne façon d'interpréter le vivant, c'est de raisonner en termes de groupes monophylétiques ou de clades. Et un clade regroupe tous les taxons et leurs ancêtres communs qui partagent les mêmes jeux de innovation évolutive. À côté de ça, on peut avoir un groupe paraphylétique. Et un groupe paraphylétique regroupe certains des descendants de l'ancêtre commun, mais pas tous. Donc, un groupe paraphylétique, ce serait quelque chose comme des poissons, par exemple, okay? Parce que ce sont des vertébrés, mais si on imagine que le groupe vert, là, ce sont les poissons, C et D, ça serait les tétrapodes, par exemple. Donc, des fois, un groupe paraphylétique a un certain sens en termes de biologie, même si cela ne représente pas totalement les liens de parenté. Okay. Et on peut aussi de temps en temps avoir des groupes polyphylétiques. Donc là, on regroupe des taxons parce qu'ils partagent un certain caractère, mais ce groupe est polyphylétique parce que le caractère qui permet de regrouper nos deux taxons n'était pas présent chez leur ancêtre commun. Donc un groupe polyphylétique, ça peut être quelque chose comme si on met le dugong, l'amorce et la baleine ensemble dans une catégorie mammifères aquatiques. Ça, c'est un groupe polyphylétique. Parce qu'en fait, c'est un comportement, un mode de vie qui était acquis 3 fois de façon indépendante par ces différents groupements. Donc l'ancêtre commun de tous ces animaux-là n'avait pas le caractère, un mode de vie aquatique. Donc, des fois, ça peut avoir un sens écologique, okay, en écologie, de définir un groupe polyphylétique. Et souvent parce que c'est des organismes qui vont avoir le même mode de vie, occuper la même niche écologique, en quelque sorte. Donc, c'est pas totalement dénué de sens, mais les groupes polyphylétiques ne représentent pas un lien de parenté entre les organismes. Et c'est pour ça que dans une classification phylogénétique, ce que l'on veut, c'est établir les liens de parenté. On veut éviter les groupements polyphylétiques, parce que ça n'a rien à voir avec un lien de parenté. Ok, donc là, on va faire une petite pause. On va voir si vous avez compris quelque chose sur la première partie. Donc là, je vous ai donné un petit arbre, donc vous pouvez le regarder, discuter avec vos voisins. Et prendre une décision sur ces différentes questions.
Ok, tout le monde a fait sa petite idée sur ces questions-là? Je vais vous demander de lever la main si vous dites que c'est vrai. Okay. Donc, question 1, c'est un phylogramme. Qui dit oui? Oui, vous avez raison. Donc, on a les longueurs de branches qui sont différentes, qui représentent le degré de divergence. Il est enraciné. Qui dit oui? Correct. Voilà, on voit la racine ici. Le parent le plus proche du taxon C est le taxon F. Qui dit oui? Qui dit non? Ah, c'est le point de vue majoritaire qui est correct. Okay. Alors, qui est le plus proche de taxon C? Pour aller de C à F, il faut redescendre un nœud, deux nœuds. Je dois redescendre deux nœuds ici, et puis remonter. Or, je peux descendre de un nœud, et puis remonter. Donc, A et D sont plus proches de C, en termes phylogénétiques, que le taxon F. Et d'ailleurs, le fait que C et F ici se retrouvent côte à côte, c'est totalement arbitraire, parce que si je fais une rotation autour de ce nœud-là, ça va être inversé. Donc, C et F ne vont pas se retrouver côte à côte sur la représentation. Ça va être A et D qui sont ici. Donc, le fait qu'on voit C et F côte à côte, c'est arbitraire et ne reflète pas un lien de parenté proche. D'accord? Donc, pour que tout le monde soit clair sur ça, il faut retracer combien de nœuds je dois redescendre dans l'arbre. Et ensuite, je remonte et je vois qui est plus proche de qui. Alors, 4, la zone jaune représente un groupe paraphylétique. Qui dit oui? Qui dit non? Ah, c'est oui. La définition d'un groupe paraphylétique, c'est un ancêtre commun et une partie de ses descendants, mais pas tous. Et c'est exactement ce que l'on a ici. On a 7 ancêtres communs, certains des taxons qui sont ses descendants et pas tout le monde. Et dernière question. L'ancêtre commun de taxon I et J, c'est-à-dire ça, est plus récent que l'ancêtre commun des taxons B, E, H et J, qui est G, qui est là. Alors, qui dit oui pour ça? Qui dit non? Qui pense qu'on peut pas le savoir? Ouais, pas évident. Je pense que c'est le moins évident, celui-ci. Mais moi, je pense que la réponse est oui. Donc, si on applique l'hypothèse de l'horloge moléculaire, c'est-à-dire qu'on a une accumulation de divergences qui va être constante dans le temps. Okay, la longueur des branches, ça va être proportionnel au temps. Donc, ça, c'est ce nœud-là et ce nœud-là sont tous les deux dérivés d'ici. Cette branche est plus longue, ça veut dire qu'il y a plus de temps qui a été écoulé entre ce point-là et ce point-là que par rapport à ici et là. Donc, en effet, si l'horloge moléculaire est correcte, que l'on a une accumulation de divergence qui est constante dans le temps, 5 est vrai. OK. Est-ce que vous êtes prêts pour continuer? Oui, OK, merci. Bon, on va continuer. Donc, arbres phylogénétiques, leur interprétation, utiliser le bon vocabulaire pour décrire taxons, nœuds, etc. Pour la construction, première chose que l'on doit faire, c'est bien choisir son hypothèse. L'arbre phylogénétique, c'est un modèle sur les relations de parenté entre différents taxons, organismes, espèces, etc. Donc, si on le fait, si on construit un arbre phylogénétique, c'est pour répondre à une question. Donc, la question peut être quelles sont les relations entre ces différents taxons et quelles sont leurs origines. Donc, qui est le parent le plus proche entre un groupe d'organismes, lesquels sont les plus proches, lesquels sont les plus éloignés. Origine des différents taxons. La divergence d'un groupe d'espèces est-elle récente ou ancienne? Ça peut être intéressant à savoir. En microbiologie, par exemple, en santé, souvent, on veut savoir est-ce qu'il y a une origine commune ou plusieurs ou multiples des différentes cas d'une série de cas d'une maladie infectieuse.
Donc là, l'énonciation n'était pas très claire, mais ce que ça veut dire, c'est, par exemple, si lundi prochain, on a une centaine d'étudiants qui sont malades de gastro-entérite pendant le week-end, on peut se poser la question, est-ce que tout le monde a attrapé le même micro-organisme à partir d'une source commune, par exemple le rhume? Okay, donc on pourrait faire une recherche phylogénétique pour établir ça, pour savoir si on a un lien de parenté proche dans toutes les souches de salmonelle que l'on isole à partir des selles de tous les patients, tous ces étudiants. Ou alors, est-ce qu'on va trouver 3 ou 4 souches différentes? Ça veut dire que l'on a 3 ou 4 sources distinctes de l'infection. Et ça, c'est important parce que si on veut contrôler par la suite et éviter que les problèmes se reproduisent, bon, on a besoin de savoir si on cherche une cause commune de cette maladie ou plusieurs. Donc, une approche phylogénétique, ça peut être très utile pour ça. OK, donc on pose la question. Prochaine chose à faire, c'est de bien choisir les taxons que l'on veut étudier pour rentrer dans notre analyse. Et il y a 2 types de taxons qu'il faut tenir en compte. Les taxons intragroupes, ce sont vraiment le véritable objet de l'étude. Et les taxons extragroupes, aussi importants, qui servent de point de référence externe. Donc les taxons intragroupes, évidemment, ils doivent être pertinents à la question posée. Dans notre cas de gastro-entérite parmi les étudiants, il faut prélever, je ne sais pas moi, des selles d'une cinquantaine de personnes, ça va être et isoler la bactérie, et ça va être nos taxons intragroupes. Et évidemment, il faut faire une sélection équilibrée, sinon la conclusion risque d'être faussée. Si on se dit, OK, je vais analyser une trentaine d'échantillons, et ces trentaines ou une dizaine, et on prend une dizaine d'échantillons de 10 étudiants qui sont tous dans le même groupe TD, ce n'est pas un échantillonnage équilibré. Et on pourrait arriver à une conclusion fausse. Il faut que notre échantillonnage soit représentatif de l'ensemble des cas. OK, donc ça, c'est très important. Alors, les taxons extragroupes, ils doivent avoir une relation de parenté plus éloignée que tous les taxons intragroupes. Donc, dans notre cas, salmonellose parmi les étudiants, on prendra 2 ou 3 souches de salmonelle qui viennent d'ailleurs, des souches de référence de salmonelle, qui n'ont rien à voir avec les cas sur Nantes en 2017. Pourquoi c'est important? Parce que ce sont les taxons extragroupes qui permettent de poser la racine. Et on a vu que l'enracinement, c'est important pour l'interprétation. Donc, les taxons extragroupes, c'est vraiment important pour ça. Donc, choix des taxons à inclure dans l'analyse. Deuxième chose à faire, c'est le choix des caractères que l'on va utiliser pour dériver notre arbre phylogénétique. Donc, un caractère, c'est un élément observable d'un organisme. Ça peut être quelque chose de phénotypique. Donc, sur les organismes macroscopiques, animaux, plantes, c'est l'anatomie, le squelette, éventuellement des caractéristiques embryonnaires ou des caractères biochimiques. Est-ce qu'on a tel ou tel enzyme ou en biologie cellulaire, par exemple, est-ce qu'on a un cytosquelette, est-ce qu'on a des organites, le noyau, des choses comme ça. Est-ce qu'on a la présence de collagène? Ça, c'est pour définir ce que c'est qu'un animal, par exemple. Ou alors, on peut utiliser aussi des données moléculaires, c'est-à-dire des séquences d'ADN, d'ARN ou d'acides aminés parmi les protéines, qui sont nos éléments que l'on peut comparer entre les espèces. Ça, c'est très, très utile quand on veut comparer des espèces qui sont extrêmement divergentes. Pour comparer une bactérie, une levure et un être humain, on aura relativement peu de caractères phénotypiques. On aura pas mal de caractères moléculaires que l'on pourra comparer. Donc, on choisit nos caractères et dans la démarche cladistique proposée par Hennig,
l'idée de base, c'est que les caractères ne sont pas fixes dans le temps, les caractères évoluent et se transforment. Et que pour chaque caractère, on peut définir un état primitif ou archaïque qui va être transformé en un état dérivé. Et c'est ça une innovation évolutive. C'est ça qui nous permet de poser des bifurcations dans notre arbre phylogénétique. Okay? Chaque fois que l'on a une innovation évolutive, notre arbre va se bifurquer. Alors, les mots techniques pour ça, un état dérivé, c'est une apomorphie, nouvelle forme, je crois, et plésiomorphie, c'est l'état primitif, l'ancienne forme. Ok, donc voilà. Donc ici, on a un ancêtre commun ici. Tous les taxons au-dessus de cet embranchement-là ont hérité de même innovation évolutive. Et donc, c'est la présence des innovations évolutives partagées entre différents taxons et l'ancêtre commun qui permettent de définir des clades. Okay. Donc, quand on a un caractère partagé à son état dérivé, c'est ça qui permet de reconstruire les liens de parenté, parce que dans ce cas-là, les taxons le partagent ce caractère parce qu'ils l'ont hérité à partir d'un ancêtre commun. Alors, un exemple typique peut-être, ou simple d'une plésiomorphie et d'une apomorphie, c'est le caractère écaille, qui est l'état archaïque chez ce qu'on pourrait appeler les reptiles, les colonia, les squamates et les crocodiliens ont des écailles. Chez les oiseaux, l'état dérivé, c'est plume. Okay, donc c'est le même structure morphologique qui donne des écailles chez les reptiles et qui donne des plumes chez les oiseaux. Donc, le clade oiseau, on peut être défini par des animaux qui ont des plumes, parce qu'ils partagent ce caractère à l'état dérivé. Et on peut aussi remarquer que ce qu'on appelle communément les reptiles, ce sont des animaux avec des écailles. On définit ce groupe parce qu'en fait, ils partagent un caractère à l'état primitif, ce qu'on appelle un symplésiomorphie, caractère primitif partagé, ou caractère archaïque partagé. Donc c'est pour ça que c'est très important de connaître l'état dérivé et l'état archaïque. Parce que si on se trompe, notre arbre phylogénétique sera tout à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Si on se trompait sur cette question-là, on dirait que, ok, c'est les plumes qui sont l'état archaïque, et du coup, les reptiles actuels sont dérivés d'un ancêtre commun qui était un oiseau. Et c'est l'inverse. Donc en fait, cette histoire de bien poser quel est l'état dérivé et quel est l'état archaïque, c'est très très important. Mais comment on peut le savoir? C'est ça la question. Il y a deux façons de le savoir si un caractère est archaïque ou dérivé. D'une part, ok, bon, l'exemple ici, c'est bon, imaginons qu'on a un taxon A et un taxon B, le même caractère dans son état X et Y. Quel est l'état dérivé, quel est l'état archaïque de ce caractère? Deux façons de voir. Regardez dans l'archive fossile. Donc ça, c'est les organismes qui vivaient à des temps reculés. Donc tout ce qui est structure minéralisée, on peut regarder dans l'archive fossile pour connaître l'état du caractère archaïque, l'état archaïque du caractère. Donc c'est-à-dire que on va regarder un taxon fossile et imaginons que ce caractère-là est à l'état Y dans le taxon fossile. Bah, dans ce cas-là, on va dire que X est dérivé, Y c'est archaïque parce que l'état Y était déjà présent dans l'espèce fossile. L'autre façon de le faire, c'est de regarder chez les taxons extra-groupes. C'est la deuxième utilité des taxons extra-groupes. Donc cette fois-ci,
on compare avec un taxon extra-groupe qui existe encore, qui est encore vivant. Imaginons que chez le taxon extra-groupe, notre caractère se retrouve dans l'état X. Ben dans ce cas-là, X est primitif, est archaïque. Donc plésiomorphie, et c'est l'état Y qui est dérivé. Et dans les deux cas, on essaye d'avoir accès à l'état du caractère à un nœud qui est un peu plus bas dans l'arbre phylogénétique, soit en regardant le taxon extra-groupe, soit en regardant un taxon fossile. Okay. Donc pareil, c'est une autre raison pour laquelle c'est essentiel d'inclure des taxons extra-groupes dans l'analyse. Donc on fait ça. Connaître bien si son caractère est à l'état archaïque ou dérivé, plésiomorphie ou apomorphie. Le deuxième problème que l'on peut avoir, c'est que des fois, on a des caractères qui ont une forme et une fonction semblables, mais ces caractères sont présents chez différentes espèces parce que ces espèces-là les ont évoluées de façon indépendante. Et ils ne les partagent pas parce qu'ils les ont elles, les espèces, ne les partagent pas parce qu'ils les ont hérité à partir d'un ancêtre commun, mais c'est plutôt une origine indépendante du même caractère. Alors, si on fait ça, si on regroupe des espèces ou des taxons parce qu'ils ont les mêmes homoplasies, la même forme, mais qui a été évoluée de façon indépendante, on va créer des groupes polyphylétiques. C'est ce qu'on a vu avec des mammifères marins. Ils vont avoir un certain nombre de caractères physiologiques qui sont en commun, beaucoup de gras sous la peau, par exemple. Mais ça va être quelque chose qui va être évolué de façon indépendante 3 fois dans les 3 lignées distinctes. Donc, il faut essayer d'éviter des homoplasies si on veut bien établir notre arbre phylogénétique de façon correcte. Donc, comment les distinguer quand un caractère est partagé? Comment on peut savoir, entre 2 ou 3 taxons différents, comment on peut savoir si ce caractère est partagé parce qu'ils l'ont hérité à partir d'un ancêtre commun ou, par contre, s'ils l'ont développé de façon indépendante? Une façon de le faire, c'est de comparer uniquement les caractères qui sont dits homologues. Donc, les caractères homologues sont quoi? Ce sont des caractères qui ont un plan d'organisation similaire, qui ont une même position dans le plan d'organisation générale de l'organisme et qui ont une même origine embryologique. Donc, par exemple, le membre postérieur chez les mammifères, ça c'est vrai dans les 3 cas. Et si on regarde par où passe l'axe central chez les mammifères, on peut distinguer sur les pattes arrière, soit l'axe central passe entre les 2 doigts du milieu, comme ça, soit il passe via le centre, le 3e. Et donc, on peut distinguer les 7 artiodactyles des périssodactyles. Et donc, ça, c'est une distinction cladistique valable parce qu'on est basé sur une comparaison de caractères homologues. OK. Pas si facile que ça, cette histoire. Donc, je vais vous demander de réfléchir à ces différents caractères. Donc, ce sont des caractères partagés par tous les organismes, toutes les espèces dans chacun de ces groupes, poissons, serpents et ces espèces nommées ici. Est-ce que c'est une synapomorphie ou pas? Caractère dérivé partagé. Les questions que vous devez vous poser, d'abord, est-ce qu'il s'agit d'un caractère homologue ou pas? Et si c'est un caractère homologue, quel était l'état archaïque et quel était l'état dérivé de ce caractère? Est-ce que vous voulez le premier exemple sur le premier pour expliquer le raisonnement? Oui? OK. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'imaginer que d'essayer d'utiliser vos connaissances en biologie, OK? Vous posez l'arbre phylogénétique. Donc,
la première question posée dit, chez les poissons, l'état sans membre, c'est un état dérivé. Donc, on a l'arbre phylogénétique tétrapode poisson ici, sans membre. Si ça, c'est un état dérivé, ça veut dire que c'est ça l'innovation évolutive, c'est-à-dire que l'ancêtre commun était un tétrapode, était quelque chose qui avait 4 membres, c'est les poissons qui ont perdu les membres. C'est ça que ça veut dire, c'est une synapomorphie. Donc, est-ce que ça, c'est vrai? Qui dit oui? Qui dit non? Oui, voilà, c'est pas vrai, c'est l'inverse, ok? L'état archaïque, c'est sans membres, c'est les tétrapodes qui ont acquis des membres. Donc, en fait, l'état sans membres, ce n'est pas une synapomorphie, c'est une symplésiomorphie, état archaïque partagé. Okay? Donc, essayez d'opérer ce même raisonnement pour ces 3 cas-là. Okay? Et n'hésitez pas à discuter entre vous, hein, parce que ce n'est pas si facile que ça, je crois. Attends, vous allez avoir du mal à discuter avec les voisins, là. Hein. Oui, faites des signes derrière. Ah, il faut discuter alors. Hein. Pas... Lundi, c'était plutôt le 3 qui était problématique pour tout le monde. Mais... Ouais. Bah, ouais, ça m'a surpris un petit peu aussi. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai un peu plus insisté sur le truc. Est-ce que c'est un caractère homologue ou pas? Je leur avais pas bien précisé ça lundi, je crois. Ça va ici? Ça va par ici? Ouais. Vous avez la grippe ou quoi là? Parce que... bien. Faites gaffe, hein. Moi, je me mettrais un peu plus à distance. C'est pas... Ok, ça va là pour ça? Vous avez fait... Tout le monde a fait son choix là pour ça? Ok, donc le 2, chez les serpents, l'état sans membre, qui dit oui, c'est une synapomorphie. Qui dit non, c'est pas une synapomorphie. Un peu léger avantage pour les oui et beaucoup ne souhaitent pas s'exprimer.
Donc, il faut envisager un petit peu l'arbre phylogénétique, là, les lézards, les squamates qui sont ici. Les serpents sont dérivés d'un ancêtre commun avec ces lézards-là. Et plus loin dans l'arbre phylogénétique, on va voir, je ne sais pas, on voit les chéloniens, les tortues, etc. Donc, la question, c'est si ça, c'est vrai, l'état sans membres, c'est un état dérivé, l'ancêtre commun avait des membres. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Okay. Donc, la perte des membres, c'est secondaire. C'est donc bien un état dérivé chez les serpents. Parce que l'ancêtre commun, avec le taxon apparenté, avait bien des membres. D'accord? Tout le monde a bien compris ça, oui ou non? Non, j'ai entendu un non. Ok, ici on a les poissons. Ici on a la tortue. Ok? Ici on a une sorte de reptile que je ne saurais pas dessiner. Ok, mais il a 4 pattes. Et ici, on a un serpent. D'accord? Alors là, innovation évolutive avec des membres. OK? Donc l'état archaïque ici, c'est sans les membres. Et ici, entre les reptiliens, les squamates et les serpents, on perd des membres. OK? Donc c'est bien un état dérivé, le fait que les serpents n'ont plus de membres. Leur ancêtre commun ici et là avait bien des membres. Okay, donc l'état archaïque, à ce niveau-là, c'est avec des membres. Et c'est pour ça que l'on considère effectivement, chez les serpents, l'état sans membres, c'est l'état dérivé. Donc un état dérivé, une apomorphie, ce n'est pas forcément gagner quelque chose ou avoir quelque chose de plus performant. Ça peut aussi être une perte. D'accord? OK, pour le 3. Chez l'abeille, la chauve-souris, le faucon, l'état avec des ailes. Qui dit oui, c'est une synapomorphie? 2 personnes. Qui dit non? Beaucoup ne souhaitent pas m'exprimer, mais c'est non qui est la bonne réponse. Pourquoi? Première question à vous poser. Est-ce que mon caractère est homologue ou pas? Ici, l'aile chez l'abeille, la chauve-souris, le faucon, ce ne sont pas les structures homologues. D'accord? Donc, il n'y a pas le fait que ces 3 organismes sont, on peut dire, les animaux volants, ils n'ont pas hérité ces caractères à partir d'un ancêtre commun. Ils ont évolué de façon indépendante, parce que les caractères sont non homologues. Et dernière question, chez l'amibe, le chien, le tournesol, l'état avec un noyau. Qui dit oui, c'est une synapomorphie? Qui dit non, ce n'est pas une synapomorphie? La réponse est oui. Okay, ce sont les eucaryotes qui ont hérité le fait qu'ils aient un noyau à partir de l'origine de tous les eucaryotes. C'est bien un caractère partagé à partir d'un ancêtre commun. OK. Donc, pas si facile que ça. OK. Qu'est-ce qui est homologue? Qu'est-ce qui est non homologue? Quel est l'état dérivé? Quel est l'état archaïque? Très important si on veut interpréter les choses correctement. Donc, une fois qu'on a fait toute cette démarche-là, ensuite, on commence à construire son arbre phylogénétique. Donc, on commence en construisant un tableau d'attributs. Donc, ici, en rangée, on a chaque taxon que l'on veut classer. Et en colonne, on a les caractères à l'état dérivé. Et donc, on met une croix. Donc, chaque fois que le caractère est présent à son état dérivé. Donc, ici, donc on a différents types de mammifères et le canard, c'est notre extra-groupe. Donc, une fois qu'on a fait ça, on regroupe des taxons
par le fait qu'ils partagent les mêmes caractères dérivés. On les regroupe par synapomorphie. Et on met dans la même boîte les taxons qui partagent les mêmes caractères dérivés. Donc on va mettre la souris et la taupe dans la même boîte parce qu'ils sont les mammifères utériens avec un vrai placenta. Les koalas et les opossums, on va le mettre dans la même boîte parce qu'ils ont une poche marsupiale. OK? On fait ça. Ensuite, tous les quatre, le koala, l'opossum, le souris et la taupe, vont être dans la même boîte parce qu'ils partagent un téton. Non, pas littéralement, ce n'est pas le même pour toutes ces quatre espèces. Hein. On trouve un téton chez tous ces animaux. Et on met l'ornithorynque dans une boîte plus grande avec ces autres espèces parce que l'ornithorynque a un grand mammaire, sécrète du lait, mais curieusement son téton. Donc c'est l'état archaïque de la glande mammaire. Et donc ensuite on a le canard qui est notre extra-groupe. Donc une fois qu'on a notre structure emboîtée, on met une bifurcation chaque fois que l'on quitte une boîte. Et donc, on construit notre arbre phylogénétique, puis on peut poser les innovations évolutives à chaque embranchement. OK? Et donc, on sort notre arbre phylogénétique comme ça. Si on veut l'enraciner, on met un autre extra-groupe, quelque chose qui est plus éloigné, qui n'a pas 4 membres. Et c'est ça qui va nous permettre d'enraciner notre arbre ici. Donc voici comment on construit des arbres phylogénétiques à partir d'une matrice de caractères. Donc on a un petit quart d'heure pour regarder rapidement les techniques moléculaires que vous allez faire plus en détail en TD. Première chose, quel est l'intérêt? Pourquoi utiliser des techniques moléculaires tandis que c'était tellement bien et drôle avec des caractères morphologiques, biochimiques et autres? Une des raisons, c'est parce que, comme je disais avant, quand on compare des organismes qui sont très très éloignés, on a très peu de caractères morphologiques qui partagent, qui permettent de les comparer. Tandis que sur le plan moléculaire, il y a un certain nombre de gènes qui sont présents chez tous les organismes vivants. Et en particulier, l'ARN ribosomial est présent chez tous les organismes. Donc tous les organismes ont des ribosomes. Tous les ribosomes ont la même composition, la même structure, la même fonction, et c'est absolument nécessaire pour la vie. Donc, c'est un caractère homologue présent chez tous les organismes que l'on peut utiliser pour les comparer et pour construire un arbre phylogénétique universel. Et donc, c'est un microbiologiste qui s'appelait Carl Woese qui a fait ça pour la première fois dans les années 1970. Et il a sorti cet arbre phylogénétique universel où on met des eubactéries, des archébactéries et des eucaryotes. Et on voit que le monde n'est pas vraiment divisé en prokaryotes, eucaryotes, mais en 3 domaines du vivant. Donc un résultat totalement inattendu qui change notre façon peut-être de voir l'origine des eucaryotes. Donc une autre utilité, c'est un peu pour revenir à la microbiologie. Si on a des micro-organismes ou des virus, par exemple, sur le plan morphologique, etc., les différentes souches d'un même virus, ils vont être absolument identiques sur le plan morphologique. Il n'y a rien pour les distinguer. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est regarder les séquences de leurs gènes et construire un arbre phylogénétique avec cette donnée-là. Alors, et avec ces informations, on peut poser différentes questions. Donc, par exemple, pour le VIH, le virus d'immunodéficience humaine, si on regarde chez les animaux, on trouve des virus semblables chez les chats,
le virus d'immunodéficience féline, et chez les primates, les virus d'immunodéficience simienne. Donc, on peut se poser la question, le virus humain, est-ce qu'il avait une origine chez le virus félin, chez les chats ou chez les singes? Donc, on construit un arbre phylogénétique qui comprend les virus humains, les virus simiens et les virus félins. On en tire un arbre non enraciné parce qu'on n'a pas d'extra-groupe. Et quelle est notre conclusion? Bon, les virus humains font un cluster avec des virus simiens. Donc, première conclusion, le virus d'immunodéficience humaine a une origine simienne et n'a rien à voir avec le virus chez les chats. Donc, c'est pas en se faire griffer par le chat qu'on risque de malades qui ont risque d'attraper le VIH. Deuxième conclusion, on a différents clusters. Okay, le VIH1 est dérivé d'un virus chez le chimpanzé. Le VIH2, c'est une espèce distincte dérivée d'un différent virus simien. Et donc, on peut tirer des conclusions assez importantes sur l'origine de ces micro-organismes, avec une approche phylogénétique moléculaire. Troisième exemple de l'utilité de ce type d'approche, c'est pour essayer de reconstruire les événements historiques dans l'histoire de l'espèce humaine pendant les périodes reculées où on a très peu de données archéologiques et zéro information sur l'histoire écrite. Donc, les premières tentatives pour ça ont été démarrées en l'an 2000 avec en comparaison de l'ADN mitochondrial. Très important parce que l'ADN mitochondrial est transmis de mère en fille. Donc, le signal phylogénétique ne sera pas brouillé par les recombinaisons. C'est pour ça qu'on l'a fait sur l'ADN mitochondrial et pas sur les séquences des autosomes. Alors, ça, c'était publié en 2000. Depuis, on l'a raffiné un petit peu. Donc, ici, on a un arbre enraciné. Chaque fois, ici, chaque taxon est un individu. Et c'est un phylogramme avec la longueur des branches qui est proportionnelle à la divergence moléculaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, la racine de l'arbre est clairement dans les populations africaines. Donc, c'est très cohérent avec une origine africaine de l'espèce Homo sapiens. Donc, cohérent avec des données fossiles. Deuxième chose, c'est que la longueur des branches sur plusieurs populations africaines, beaucoup plus longue que ce que l'on voit dans toutes les populations en dehors d'Afrique. Donc, on a beaucoup plus de divergence génétique au sein du continent africain que ce que l'on a dans tout le reste du monde. Ça, c'est aussi valable pour une comparaison sur tout un autre tas de gènes. Et dernière chose, donc une origine commune pour toutes les populations non africaines. Donc, c'est un groupe d'êtres humains qui a quitté l'Afrique à un seul moment, qui est à l'origine de toutes les populations non africaines. Et aussi, on a quelques populations africaines, quelques ethnies, quelques individus africains, qui sont génétiquement plus proches des populations non africaines. Donc, on peut imaginer que là, ça va être des gens qui vivent en Éthiopie, dans le nord-est de l'Afrique, mais en regardant bien, ce n'est pas le cas. Le Yoruba, ça, c'est une ethnie en Nigeria, dans l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est un peu bizarre, ça. Donc, ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendrait. Donc, on a causé cette histoire un peu plus pour regarder un peu plus en détail les haplotypes génétiques dans les populations africaines et non africaines. Et la conclusion, c'est ça. Cet haplotype L3, là, ça, c'est cette lignée ici, là, ce lignée d'individus, le nœud ici. Et on pense que c'est une population qui était dans l'Afrique du Nord-Est, qui vivait il y a 60 à 70 000 ans. Et ensuite, cette population-là a migré. Donc, plusieurs populations ont migré au sein du continent africain, et une partie a quitté le continent africain. Et donc, cette partie-là, ici, là, qui allait s'installer en Afrique de l'Ouest, ben, c'est là l'origine de ces individus-là, vivant maintenant au Nigeria. Et
ensuite, en regardant en plus de détails sur les marqueurs génétiques, on peut aussi retracer une deuxième grande période d'émigration beaucoup plus récente. Okay, et ça, c'est plutôt l'expansion bantoue, quand ces populations-là ont acquis l'agriculture et commencé à se répandre beaucoup plus largement dans le continent africain. Et donc, ça, c'est lié avec la distribution des langues bantoues en Afrique. Donc, intéressant l'approche phylogénie moléculaire qui arrive à reconstruire l'histoire des populations humaines en lien avec les linguistiques, l'archéologie, la paléontologie. Donc, c'est une approche complémentaire qui nous permet vraiment de retracer des périodes intéressantes de l'histoire humaine pour lesquelles on a peu de données. Donc, ça, c'est l'intérêt de pourquoi on veut le faire. Donc, on a 5 minutes. Je vais démarrer, je ne vais peut-être pas finir, sinon on va reprendre ça la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on commence toujours avec des caractères homologues. Cette fois-ci, on compare les séquences des gènes. Donc, on compare des gènes homologues. Et pour être plus précis, on regarde les orthologues chez différentes taxons. Donc, ça peut être différentes espèces ou différents individus. Donc, on fait un alignement. Et pour les techniques, et on va commencer à les comparer. Et on voit sur l'alignement, il y a un certain nombre de différences. Donc, ça, c'est un alignement de séquences de protéines entre Homo sapiens, chimpanzé, gorilla et l'orang-outan. Et on a un certain nombre de différences. Et on va utiliser les différences pour créer notre arbre phylogénétique. Deux techniques globalement, les méthodes de distance et les méthodes cladistiques. Les méthodes de distance, on va juste compter le nombre de distances et on va essayer de mettre les taxons qui ont le plus d'identités ensemble. Les méthodes cladistiques, là, on va essayer de déterminer quel est l'état archaïque et quel est l'état dérivé de chaque position dans la séquence. Donc, une approche assez différente. Donc, pour les méthodes de distance, ce que l'on fait, c'est que l'on compte, on compare les taxons 2 par 2 et on compte le nombre de différences. Donc ici, entre l'homme et le chimpanzé, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 différences. Et donc dans cette case-là de notre tableau, 6 différences. Donc on fait la même chose pour les comparaisons orang-outan gorille, gorille chimpanzé, gorille orang-outan, etc. Et donc on construit notre matrice de distance. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est que l'on met ensemble des espèces, les taxons qui sont le plus proches. Ah oui, avant de faire ça. Donc, matrice de distance, on peut les présenter de différentes façons. Ça, c'est le nombre de différences. On peut aussi exprimer ça comme un pourcentage de différences. Donc, on divise par le nombre total d'acides aminés dans la séquence de protéines. Ou en pourcentage d'identité. Donc, en regardant le tableau, vous devez être capable de me dire est-ce que c'est un tableau de pourcentage d'identité, pourcentage de différence ou nombre de différences. Oui, 4 minutes à tenir, 4 minutes seulement, s'il vous plaît. Donc, si on a un pourcentage d'identité, évidemment, on a 100% sur la diagonale. Chaque espèce compare avec elle-même 100% d'identité. Ou 0% de divergence. Okay, donc, on a 0 sur la diagonale, ici et là. Sur un nombre de différences, on aura toujours un nombre entier. Pour un pourcentage de différence, probablement, on aura des virgules. Okay, donc, juste en regardant le tableau, on peut savoir ce qu'il est. Alors ensuite, on prend notre tableau, la matrice de différence, et de façon intuitive, on peut commencer à construire notre arbre phylogénétique. Donc, on met les taxons qui sont le plus proches, le plus semblables ensemble. Ensuite, on fait une autre boîte en groupé, cette fois-ci, pan, homo, gorille et chimpanzé ensemble, parce qu'il y a toujours moins de 10 différences. Et on met l'orang-outan à l'extérieur.
Et à partir de ça, on crée son arbre phylogénétique. Donc, intuitivement, on peut voir comment ça marche. Le problème avec cette technique de boîte emboîtée, c'est qu'il y a un peu d'arbitraire là-dedans. C'est moi qui ai dit, j'ai regardé le tableau, je dis, oh, allez, 6 différences au moins, ça c'est bon. 10 différences au moins, ça c'est le bon niveau. C'est arbitraire, ça. Donc, ce que vous allez faire en TD, c'est de tester une des techniques, un des algorithmes objectifs qui est utilisé pour faire ce type de démarche, mais sur le plan objectif. Ça va être le UPGMA. Donc, il y en a d'autres, Neighbor Joining, ou de NG, le UPGMA, WPGMA. Ce sont des techniques pour construire des arbres phylogénétiques à partir de données de distance, mais de façon objective. Donc, je vais m'arrêter là et on se revoit la semaine prochaine.